Nouveau journal sur Eden TV, mesdames et messieurs, bienvenue au sommaire. L'opposition sera-t-elle présente dans la bataille pour les législatives du 28 avril prochain? Vous suivrez dans cette édition l'analyse d'un journaliste politique à ce propos. Demain mercredi décembre, un acte qui marque le début du carême chez les chrétiens catholiques. Dans ce journal, nous reviendrons sur le sens des cendres dans la communauté catholique. Et puis en France, la société est divisée sur le rapatriement des enfants de djihadistes partis combattre aux côtés de l'État islamiste. Merci pour l'attention. La clôture des dossiers pour les législatives prochaines a eu lieu ce 26 février 2019. Au total, la Sénat a reçu 7 dossiers, majoritairement des partis de la mouvance. Pourrait-on conclure que l'élection législative prochaine aura lieu sans l'opposition? Élément de réponse dans ce reportage. L'opposition béninoise a encore foi en sa participation aux législatives d'avril 2019, malgré le fait que 2 partis d'opposition, à savoir FCBE, RE, n'ont pas pu déposer leur dossier. Le ministre de l'Intérieur ne leur a pas délivré le certificat de conformité exigé par la Cour constitutionnelle. Pour les opposants, il s'agit d'une stratégie de l'exécutif pour exclure les opposants de ces échéances électorales. J'ai l'impression qu'on est en train de tenter la paix, on est en train de tenter voir autre chose en dehors de la paix, parce qu'on a réellement connu autre chose que la paix, on veut tenter autre chose pour voir ce que ça veut dire. Je souhaite que toutes les parties impliquées dans ces élections puissent comprendre que le Bénin n'a pas besoin de tout ce que nous voyons aujourd'hui. On a besoin des élections vraiment libres, transparentes, ouvertes à tous les partis politiques, qu'ils soient de l'opposition ou de la mouvance. Outre le parti d'opposition USL qui a déposé son dossier sans le fameux certificat de conformité, la FCDB, qui se réclame d'une opposition modérée et constructive, a pu le faire et avec le certificat tant réclamé. Une situation qui plonge le Bénin dans une crise préélectorale sans précédent. Dans les communes des collines, avec des soulèvements populaires à Yaoui, à Tuy, à Tchatchou, à Tchaourou, un peu partout. Et nous voyons d'autres poches de contestation à Porte-Novo, un peu partout. Et ça risque d'embraser le pays si la décision de ne pas accepter les partis de l'opposition pour compétir, ça risque. Donc nous risquons d'avoir des élections législatives qui seront entachées de tensions, d'agressions par là. Ce n'est pas bon pour le pays. Ce 5 mars 2018, la Sénat présentera officiellement les listes retenues pour ces échéances. Une étape qui viendra confirmer ou pas la participation de l'opposition béninoise aux législatives d'avril 2019. À Porto Novo, les députés de l'Assemblée nationale se sont attelés pendant 2 sessions plénières à examiner la loi portant statut de la fonction publique parlementaire. Il s'agit d'un test de loi très important pour asseoir une base juridique conséquente pour tous les agents travaillant à l'Assemblée nationale. On fait le point de ces travaux avec Amen Didier Romprenouji et Romaric Devoshi. Déjà 2 plénières pour passer au peigne fin les différentes dispositions de ce test de loi afin que désormais notre pays, le Bénin, puisse avoir une loi qui régit la fonction publique parlementaire comme c'est le cas dans plusieurs pays. Le test prévoit donc que les agents désireux de travailler à l'Assemblée nationale puissent être soumis eux aussi aux tests réglementaires de recrutement à la fonction publique. Les intéressés subissent les mêmes épreuves que celles organisées à l'intention des candidats au concours externe de recrutement dans le corps concerné. En cas de succès, ces agents sont soumis aux mêmes exigences de formation professionnelle que les lauréats issus du concours externe mentionné ci-dessus. La question de niveau de diplôme pour des agents ayant acquis des années d'expérience dans leur domaine a été évoquée. L'expérience. Parce que si nous avons déjà des agents qui sont dans la maison, et qui n'ont pas atteint ce niveau-là, qui n'avaient pas ce niveau de diplôme, mais qui étaient déjà, imaginons qu'un huissier était déjà dans la maison, il n'avait pas le bac. Et que désormais on dit qu'il faut le bac pour être huissier, il ne faut pas que quelqu'un qui est déjà huissier de ce fait-là soit déclassé.
Donc je crois qu'il serait souhaitable de dire le bac ou 5 ou 10 ou 15 ou 20 années d'expérience en fonction de ce que nous aurions décidé si c'est quelqu'un qui est déjà en poste. Ainsi, l'amendement à l'article 108 viendra corriger cette disposition pour inclure la prise en compte de l'expérience acquise au poste. Les agents parlementaires appartenant à l'un des corps reconnus à l'article 29 et justifiant d'une ancienneté de 5 ans à l'Assemblée nationale ainsi que d'un diplôme immédiatement inférieur au diplôme requis pour le corps peuvent être maintenus dans le dit corps avec le niveau salarial correspondant à leur diplôme. Le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Mbedi, suggère aussi que la loi tienne compte d'autres agents qui sont au Parlement. Il n'a pas oublié la question de l'indemnité de traitement des salaires qui semble disparaître du test en étude. Je dis qu'il y a dans la maison plein d'agents, soit contractuels, soit détachés, soit etc., qui sont là. On doit régler leur cas dans les dispositions transitoires. Sinon, avec ce que vous avez dit là, on va leur dire de partir. Quant à l'indemnité de traitement de salaire, vous savez, ils ont l'habitude de toucher leur prime de traitement de salaire. C'est pas nouveau. Si vous enlevez ça, prenons nos responsabilités. On a le droit de prendre nos responsabilités, mais il faut que ce soit en connaissance de cause. Ils ont l'habitude d'avoir une prime de traitement de salaire. Il faut dire que le test en étude au Parlement sur la fonction publique parlementaire a prévu néanmoins d'autres avantages. Article 110. En raison du régime particulier du travail auquel il est astreint, le personnel parlementaire soumis à un horaire exceptionnel et désigné par l'autorité compétente de l'Assemblée nationale bénéficier des frais pour les sessions parlementaires, des travaux en commission, des réunions du bureau et de la conférence des présidents. Les modalités de paiement et le barème de ces frais sont établis sur décision du président de l'Assemblée nationale. Article 11. Le personnel parlementaire et les membres de sa famille à charge, tel que défini à l'article 1er de la présente loi, bénéficient gratuitement des consultations, des analyses et des soins médicaux, ainsi que des produits pharmaceutiques fournis par l'infirmerie de l'Assemblée nationale. Il ne reste qu'une seule séance plénière pour que l'Assemblée nationale achève son examen sur cette loi pour que notre pays dispose d'une loi portant statut de la fonction publique parlementaire. Religion, le mercredi 6 mars 2019 démarre le carême chez les chrétiens, notamment les catholiques. Quelle est alors la signification du carême et quel comportement devrait avoir un bon chrétien pendant ces 40 jours de jeûne et de prière? Élément de réponse avec l'abbé Eric Opoicha, directeur de la cellule de communication de la conférence épiscopale du Bénin. Il est au micro de Maury Agua et de Romaric Devoshi. Le mot carême vient, disons, d'une déformation populaire de l'expression latine quadragesima dies, qui veut dire 40e jour avant Pâques. Alors, le carême, c'est une période de 40 jours pendant laquelle les fidèles sont invités à se convertir dans le jeûne, la prière et l'aumône. Et le but visé, c'est de pouvoir célébrer la passion, mort et résurrection, c'est-à-dire le mystère pascal avec un cœur purifié. 40 jours de conversion, ça veut dire que le fidèle est invité d'abord à travailler sur lui-même, à faire son examen de conscience, à voir quels sont les péchés qui sont dans sa vie et à lutter contre ces péchés-là grâce aux 3 moyens que l'Église lui présente, à savoir la prière. D'abord la prière. Le chrétien, normalement, pendant le carême, doit prier plus que dans le temps ordinaire. La messe quotidienne pour ceux qui peuvent, la messe dominicale obligatoire, les prières du matin, l'adoration du Saint-Sacrement, le rosaire, le chapelet. Donc c'est un moment de prière, le carême. La deuxième activité, c'est le jeûne. Le jeûne chrétien n'est pas d'abord se priver de nourriture, mais c'est aussi se priver de nourriture. Parce que pour moi, c'est inconcevable que ce soit pendant le carême qu'on développe ses appétits, que ce soit pendant le carême qu'on se promène de bas en bas, de restaurant en restaurant, comme si de rien n'était. Je dis, pendant le temps de carême, on peut faire un peu d'effort pour jeûner. Ceux qui peuvent le faire,
demi-journée, une journée entière. D'autres font même 24 heures, c'est-à-dire ils mangent à 20 heures aujourd'hui et ça fait à 20 heures le lendemain. Mais l'Église dit, faites-le avec prudence selon votre santé. Le jeûne n'est pas que de nourriture, je tiens à le préciser. Il faut aussi, on peut jeûner, disons, des réseaux sociaux. On peut jeûner des commérages, des mensonges, des bavardages et faire des efforts sur soi pour, disons, être au moins mieux ou meilleur pendant le temps de carême. Et la dernière activité, c'est le partage. Il suffit d'ouvrir les yeux de notre cœur et nous verrons autour de nous la misère que nous pouvons soulager en nous privant de ce qui est le superflu, mais aussi de ce qui est le nécessaire. Alors, le superflu, parfois, c'est quoi? Nous gardons des objets que nous conservons. Alors que ces objets-là, ces habits, peuvent aider d'autres qui sont pauvres. Donc, le temps de carême nous invite à nous dépouiller de tout ça là, mais aussi du nécessaire. Normalement, le chrétien qui a bien prié pendant ce temps, le chrétien qui a jeûné pendant ce temps, le chrétien qui s'est dépouillé pour partager, il peut crier haut et fort à la veillée pascale, comme le dimanche de Pâques, Christ est vraiment ressuscité. Et lui-même est ressuscité avec le Christ. Dans le même registre, ce mercredi 9 mars, qui marque le début du carême des chrétiens catholiques, est appelé, vous le savez sûrement, mercredi des cendres, occasion pour les fidèles de recevoir le cendre sur le front. Que signifie alors le mercredi des cendres et pourquoi ce rituel? On retrouve le père Eric Okwecha, directeur de la communication de la cellule de communication, de la conférence épiscopale. J'y arrive pour plus d'explications. Mercredi des cendres, vous verrez les fidèles catholiques aller à l'église et ils vont ressortir de l'église avec de la cendre sur leur front. Le mercredi des cendres, c'est le jour où les catholiques commencent le temps de carême. Et les cendres qu'ils reçoivent au front ont deux significations. La première, c'est d'abord leur rappeler leur finitude. L'homme est poussière et il retournera tôt ou tard à la poussière. Et normalement, cela devait lui imprimer une certaine humilité dans la vie. Et voyez, parfois, malheureusement, tous autant que nous sommes, il nous arrive d'oublier que nous sommes des êtres finis et de nous prendre pour des immortels, pour des dieux. Alors ce jour-là, la célébration nous rappelle notre finitude. La deuxième signification des cendres, c'est surtout la conversion, le signe de conversion. Ça veut dire que nous rentrons dans une période de 40 jours où nous allons travailler sur nous-mêmes. Nous allons essayer de limer les excroissances de notre être, les péchés qui sont en nous, tout ce qui est en nous déplaît à Dieu. Tout comme les grands personnages bibliques qui, après avoir commis des péchés, après avoir, disons, fait mal ou énervé Dieu, eh bien, se couvrent de sang en signe de repentance pour dire, Seigneur, je regrette amèrement ce que j'ai fait. Donc, voilà ce que nous aussi nous faisons pour dire, non seulement pour ce jour-là, mais pendant les 40 jours qui vont suivre, eh bien, nous allons nous couvrir de sang pour demander pardon à Dieu pour nos péchés, pour nous amender et pour nous améliorer. Donc, voilà ce que les chrétiens célèbrent le mercredi des cendres. Il est plein d'histoires, mais est abandonné depuis 29 ans qu'il a servi de cadre pour les rencontres de toutes les forces vives de la nation en 1990. Il s'agit de l'hôtel PLM Alejo, situé au bord de la plage au quartier Jacques à Cotonou. Le constat de son état de dégradation dans ce reportage. Voici le lieu où l'avenir du Bénin a été décidé il y a 29 ans. Il a donc une haute portée historique pour avoir abrité 10 jours durant les assises de la conférence nationale de février 1990. Il s'agit de l'hôtel PLM Alejo. Et pourtant, au lieu d'être célébré et valorisé, il est dans un état de décrépitude totale. Interdite d'entrée après maintes tentatives, notre équipe de reportage a pu quand même voler quelques images de l'extérieur de l'hôtel PLM Alejo, devenu un jardin dans lequel on peut trouver toutes sortes de légumes. Ce lieu végète aujourd'hui dans un état indescriptible. Et voilà encore une manifestation concrète de... c'est pratiquement le cliché, n'est-ce pas, de ce que véhicule aujourd'hui notre conscience. À l'image du Louvre en France ou de grands immeubles aux États-Unis et autres, le PLM Alejo doit constituer un lieu de pèlerinage pour tous les Béninois et même pour les étrangers de la sous-région, parce que c'est là, à cet endroit,
que les Béninois ont mis en terre l'aide de démocratie qui a soufflé sur toute l'Afrique. Donc on devrait tout faire pour que ce patrimoine soit préservé, pour que ce soit un monument qui permette de se rappeler que sans la paix, sans la cohésion nationale, sans le dialogue, sans le consensus au sein des acteurs politiques et des partenaires sociaux, il ne peut pas avoir un développement. Une situation d'échec qui interpelle les autorités au plus haut niveau afin que le projet de rénovation de ce temple de la démocratie béninoise, contenu dans le programme d'action du gouvernement de la rupture, devienne enfin une réalité. On quitte le Bénin à présent. En France, la société est divisée sur le rapatriement des enfants de djihadistes partis combattre aux côtés de l'État islamiste. Ces enfants sont détenus aujourd'hui dans des camps en Syrie. Reportage. Moi, de mes amis, mes ennemis, je m'en charge. Cette citation n'a jamais aussi bien illustré les relations entre Paris et Washington. Car si le pays est un allié de la France, il n'en reste pas moins une menace de plus en plus pesante pour les entreprises de l'Hexagone. Voilà plusieurs années que les services de renseignement américains ont fait de la France une cible privilégiée. En témoignent ces documents révélés par Wikileaks. On y découvre des ordres de mission concernant différents secteurs tels que les télécommunications, l'énergie ou encore les technologies médicales. Dans ces documents, il est demandé expressément aux agents de collecter tout un tas d'informations sur les projets, mais aussi les contrats passés par les entreprises de l'Hexagone. Toute information sur un contrat évalué à plus de 200 millions de dollars doit notamment être transmise aux services américains. Selon une source du ministère russe des Affaires étrangères, ces agissements ont le don d'agacer la diplomatie française. D'ailleurs, cet espionnage est dénoncé par la DGSI. En novembre dernier, dans une note adressée à l'exécutif et révélée par le Figaro, le service de renseignement intérieur français alertait déjà sur les manœuvres américaines. Les acteurs américains déploient une stratégie de conquête des marchés à l'export qui se traduit, à l'égard de la France en particulier, par une politique offensive en faveur de leurs intérêts économiques. Les entreprises françaises évoluant dans ces secteurs font l'objet d'attaques ciblées, notamment par le biais de contentieux juridiques, de tentatives de captation d'informations et d'ingérence économique. Normalement, les services de renseignement français et américains doivent travailler conjointement sur des dossiers tels que le terrorisme ou le contre-espionnage. Sauf qu'en réalité, 60% de l'activité du renseignement américain concerne la recherche d'informations stratégiques, notamment en matière d'économie. Une fois ces données collectées, la stratégie d'étouffement américaine peut se mettre en marche. Déjà, parce qu'en ayant accès aux projets des entreprises européennes, il est possible pour les États-Unis de contrecarrer leurs plans et d'adapter le développement des entreprises américaines. Surtout, Washington se place en gendarme économique du monde et n'hésite jamais à user de l'extraterritorialité du droit américain. Une législation qui permet de poursuivre toute entreprise non américaine pour peu qu'elle ait un lien avec les États-Unis. Ce lien peut s'exprimer de très nombreuses façons. Un contrat passé en dollars, l'utilisation d'un logiciel ou d'un serveur américain suffisent pour que la justice américaine se saisisse d'un dossier. Un constat déjà dressé en 2003 dans un rapport parlementaire français. L'unilatéralisme dont il est généralement question est celui qui vise à imposer aux autres pays des règles du jeu qui n'ont pas été négociées au niveau multilatéral et qui peuvent conduire à des sanctions commerciales non autorisées par l'organisation multilatérale. En clair, les États-Unis mettent leur nez dans des affaires et quand leurs intérêts le nécessitent, ils sanctionnent. L'embargo sur l'économie iranienne en est la preuve. Si une entreprise française investit en Iran, elle s'expose à des amendes aux États-Unis et surtout peut se voir interdire l'accès au marché américain. Cette extraterritorialité du droit américain peut aussi avoir des conséquences sur l'avenir d'une entreprise. En décembre 2014, Alstom a par exemple été condamné par la justice américaine à une amende de 630 millions d'euros dans une affaire de corruption. Hasard ou pas, quelques mois plus tard, le groupe était racheté par l'américain General Electric. Au-delà du préjudice financier, c'est surtout l'attitude de Washington qui exaspère Paris. Car l'étau américain se resserre de plus en plus.
Les audits menés par des cabinets d'outre-Atlantique dans des sociétés françaises s'apparentent à de l'espionnage consenti sous couvert de mise en conformité avec la loi américaine. Il y a aussi des exemples de fuites de données, de blocage de courriels ou encore de paralysie informatique qui empoisonnent la vie de plusieurs entreprises hexagonales. L'allié américain est donc un ami de plus en plus encombrant pour la France. Paris encaisse les coups bas de Washington et peine à lancer la contre-offensive. La taxation des GAFA est une réponse timide et certainement pas à la hauteur du préjudice provoqué par l'espionnage américain qui, rappelons-le, est déjà parvenu jusqu'aux plus hautes sphères de l'État. Pour rappel, la NSA a par le passé procédé aux écoutes de présidents français, si l'on en croit Wikileaks. Vous avez dû le corriger par vous-même. Vous venez de suivre comment l'Amérique espionne la France. Et nous restons en France où la société est divisée sur le rapatriement des enfants de djihadistes partis combattre aux côtés de l'État islamiste. Ces enfants sont détenus aujourd'hui dans des camps en Syrie. Les enfants, c'est une population qui, de toute manière, doit être protégée dans tous les cas. C'est un vrai danger de faire entrer ces enfants ici. C'est des enfants, les enfants, c'est un danger depuis quand ? Il ne faut pas les laisser revenir inopinément. C'est la rééducation, toute une vie, on rééduque ces enfants-là. Donc voilà, il y a le danger. Les enfants, ça ne peut pas être un danger. Justement, si on leur donne la bonne direction dans la vie, ils peuvent que réussir. Les enfants dont il est question ici, ce sont ceux des djihadistes français partis combattre aux côtés de l'État islamique et qui sont aujourd'hui retenus dans des camps au Kurdistan syrien en compagnie de leurs parents, pour ceux qui ne sont pas orphelins. Des enfants français, au regard de la loi, et dont la survie est menacée. Mais leur éventuel rapatriement n'emporte guère l'adhésion de l'opinion publique. Publié le 28 février dernier, un sondage Odoxa révèle que 2 tiers de la population souhaitent que le sort des enfants des djihadistes français soit laissé entre les mains des autorités syriennes ou irakiennes. Un avis que partage Patrick Jardin, père d'une des victimes de la tuerie du Bataclan du 13 novembre 2015. Les parents sont responsables de ce qui se passera de l'avenir de leurs enfants. Les parents sont partis, ont quitté la France volontairement, ils n'ont pas chassé, ils ont été combattre la France, ils se sont exclus de la France. Et ben leurs enfants, c'est malheureux à dire, mais ils doivent en payer les conséquences. Il est hors de question pour moi que ces enfants reviennent sur le sol français, que je ne les considère même plus comme français. Sport pour mettre un terme à cette édition, les championnats nationaux de Scrabble lancés le 28 février dernier ont connu leur épilogue ce dimanche 3 mars 2019. Ils ont consacré la victoire de nouveaux champions à la surprise générale. Joël Nomonvi, Boni Ayodele et Émile Agbanglassi s'en sortent avec les trophées de classique élite et défi national. Laurent Tonéikes et Denis Maroya pour le point. Joël Arsène Noumovi, Ayodele Hervé Boni, Émile Agbanglassi remportent les trophées de champion de Scrabble respectivement dans les épreuves de classique, élite et de défi national. Au terme de 4 jours de compétition, ils ont réussi à surplanter les champions connus depuis plusieurs années que sont François-Xavier Adjouvi et Julien Afaton. Je sentais que beaucoup de choses allaient se passer et que la hiérarchie serait bouleversée. Au soir de ces championnats, on peut dire que promesse a été tenue, que le podium n'était pas évident et qu'aujourd'hui nous avons à la fin, par l'épreuve du défi, Agbanglassi Émile qui a gagné. C'est la première fois qu'il gagne une épreuve majeure des championnats depuis qu'il est en train de jouer. Le fait de sacrer un nouveau joueur prouve la vitalité du Scrabble béninois et prouve à nouveau qu'il faut continuer à travailler, non pas que les champions sont émoussés. Les différentes finales de chaque catégorie ont donné du plaisir à suivre. Si Joël Arsène Noumovi a réussi à gagner la partie de classique, Émile Agbanglassi a dû batailler pour remporter son trophée face à François-Xavier Adjouvi, tenant du titre du défi africain. Arrivé à égalité de points dans la catégorie élite face à Julien Afaton, Ayodele Hervé Boni remporte sa partie après avoir été départagé au défi national. Julien Afaton, quant à lui, part avec le trophée du Blitz. Nous avons également à l'élite Nicanor Kovi qui monte sur le podium. Il a fait la course devant tout le temps. Malheureusement, à la dernière partie, il a loupé un Scrabble qui lui a coûté le titre de champion. Il est néanmoins 3e. Au classique également, chose inédite. C'est pour la première fois que nous voyons un autre visage remporter le trophée. C'est Joël Noumonvi, le directeur technique national, qui est classé 3e sur le plan national au classique, qui a remporté pratiquement tous les tournois de classique organisés depuis 1 an
et qui confirme tout le bien qu'on pensait de lui en remportant l'épreuve classique contre Kovi Nikanor. Encore chose extraordinaire parce que c'est la première fois que non seulement il n'y a aucun des Big Four. François-Xavier Adjovi et Julien Afaton cèdent donc des places au podium à de nouveaux champions qui iront eux aussi défendre le Bénin au championnat africain de Scrabble, au Congo-Brazzaville et au championnat du monde de Scrabble à La Rochelle en France. La Fédération béninoise de Scrabble entend développer le Scrabble à la base en mettant en œuvre le projet Scrabble dans les écoles avec l'appui du ministère du Tourisme, de la Culture et des Sports. Seul moyen pour susciter de nouveaux talents et champions afin de faire croître le nombre de Scrabbleurs licenciés, a précisé le vice-président de la Fédération béninoise de Scrabble, Jean-Eudes Agbemavo. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.